Bonjour à tous, nous voilà réunis pour cette deuxième webinaire. Il y aura Coralie qui est partie 5 secondes mais qui va revenir, la revoilà. Je suis content qu'on soit un panel qui soit pour une fois plus féminin que masculin, ça c'est une super bonne nouvelle. Et donc je vais laisser la parole à Julia pour commencer à se présenter par exemple. Bonjour, je suis Julia Drup, je suis consultante en acquisition chez Minute 30 et j'ai eu un parcours de plus de 20 ans en agence de communication et marketing digital. Coralie ? Bonjour à tous, donc Coralie Ménard, ex-consultante chez Minute 30, désormais CMO de PrestaShop. PrestaShop, une société fournissant des solutions de e-commerce pour les entrepreneurs et les petits commerçants. Chloé, on continue sur cette lancée féminine. Bonjour à tous, donc je suis Chloé Duval, consultante à acquisition chez Minute 30. Plus particulièrement sur les sujets de marque employeur. J'ai aussi une vingtaine d'années d'expérience en tant que consultante pour le secteur banque et assurance. Et puis Patrice, qu'on ne présente plus et qui était déjà là sur la première table ronde. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, et ravi d'être en si bonne compagnie. Moi je suis Patrice Lobignat, je parle de marketing émotionnel, je suis un marketeur depuis toujours, ou presque, et je suis ravi de participer à cette aventure très sur la méthode. On ne t'entend peut-être pas très bien en fait. Ah bon, c'est vrai? Je vais mettre plus fort. Oui, on t'entend un petit peu loin. Merci. C'est mieux comme ça? Un petit peu mieux. Ouais. Oui, un peu. Sinon, j'ai le son plus fort dans mes oreilles que les vôtres. Oui, je pense. Et donc, voilà, je suis ravi de collaborer sur ce magnifique ouvrage. On en a parlé déjà un petit peu ce matin. Là, on va parler plus de communication, mais je vais bien sûr vous laisser en parler et faire peut-être 2-3 commentaires si Gabriel m'y autorise. T'es toujours autorisé, bien sûr, Patrice. Effectivement, dans la première session de nos 4 tables rondes, on a beaucoup parlé de la méthode. Et ce que je vais vous proposer, sauf si tout le monde était là dans la première session, c'est de repasser une vidéo qui présente rapidement la méthode. Et puis, cette méthode, elle est, on l'a évoqué tout à l'heure, elle est systémique, elle a vraiment une vision complète de l'acquisition et donc elle casse les silos entre le marketing, la communication et les ventes. Et à ce titre-là, on va beaucoup parler sur cette deuxième table ronde de la communication et de comment la communication, comme on l'appelait précédemment, parce que tout ça devient de plus en plus mélangé aujourd'hui avec des notions de marque qui peuvent être du côté de la communication ou du marketing, parce que les anglo-saxons disent brand marketing et parlent plus de communication de marque. Avec toutes ces notions-là, comment ces aspects-là contribuent à faire progresser un client dans son parcours d'achat, comment le digital se mixe avec le traditionnel. On va aborder tous ces sujets pendant cette session. Je vous propose d'abord de passer donc ces 2 vidéos. La première sur la méthodo pour s'en rappeler, et puis on fera une petite pause pour la commenter, avoir des questions, puis une deuxième sur la cartographie de l'acquisition qui permettra d'introduire les différents métiers de la communication, et puis on ouvrira réellement la table ronde. Pour la vidéo, je vous demande de passer votre micro en mute parce que sinon ça fait des bugs. À tout de suite. Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing, et encore moins pour coordonner l'ensemble de sa stratégie d'acquisition en incluant aussi les ventes et la communication, nous avons inventé l'acquisition stratégie design. Une approche systémique centrée sur l'évolution du client tout au long de son parcours d'achat qui permet d'améliorer le ciblage et la compréhension client, d'organiser et d'aligner ses équipes marketing, communication et vente, de définir et de prioriser ses actions et ses investissements d'acquisition client.
La méthode acquisition, stratégie design, plan marketing, nouvelle génération se déroule en 4 étapes. 1. Avec le canevas d'acquisition, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client. 2. À partir des réponses aux questions formalisées de façon détaillée, les étapes de maturité du client, avec les actions qu'il réalise pour franchir ces étapes et les émotions qu'il ressent tout au long du parcours. 3. Une fois ce travail réalisé, identifiez les bons canaux pour toucher le client en fonction de chacune de ces actions. Listez toutes les actions d'acquisition que vous pouvez mettre en place, avec les bons indicateurs intermédiaires, les équipes responsables de l'action et les outils et supports nécessaires. Enfin, priorisez vos actions et construisez votre plan d'acquisition complet. Retrouvez la méthode pour construire son plan d'acquisition et toute la cartographie de l'acquisition détaillée dans le livre Acquisition, stratégie design, plan marketing, nouvelle génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30, Publishing. Alors, j'ai essayé de poser à la salle pendant la vidéo la question de savoir si vous étiez tous là à la première table ronde, parce que si c'est le cas, il n'y a pas nécessairement besoin de présenter la deuxième vidéo. Et on peut aller directement à la table ronde, mais j'ai peu de retours encore du chat là-dessus. Et Jérémy doit être un peu ailleurs, donc pas là la première session. Donc ça c'est intéressant. Si vous avez pas de commentaires tout de suite, je lance la deuxième vidéo, comme ça introduit la cartographie, et puis après cette vidéo, on aura tout le temps de parler. Je vous demande de recouper les micros si c'est pas déjà fait. À tout de suite. L'acquisition client est un processus clé de la vie d'une entreprise qui regroupe de façon transversale plusieurs spécialités dont les 3 principales sont la communication, le marketing et la vente. La communication consiste à transmettre un message. La communication financière, institutionnelle et interne ne font pas partie de l'acquisition, à contrario de la communication commerciale dédiée à la vente. Celle-ci est composée de la communication de marque, de l'achat média, des relations publiques qui incluent toutes les parties prenantes, presse, influenceurs, partenaires, etc. et de la e-réputation. Le marketing et en particulier le marketing opérationnel sont au cœur de l'acquisition, à l'exception néanmoins du marketing stratégique, de la fidélisation et du marketing international. Le marketing produit consiste à définir le produit adéquat par rapport au marché. Le pricing consiste à définir les prix des produits. Les études à tester auprès du public. Le marketing de la distribution rapproche les produits des consommateurs. Il s'appuie sur la communication de proximité et est révolutionné depuis ces dernières années par l'e-commerce, qui est arrivé avec toutes les nouvelles spécialités du marketing digital, dont bien sûr le référencement naturel payant est maintenant sur les places de marché, et aussi l'achat média en ligne, sous toutes ses formes. Display, affiliation, social ads, native ads, retargeting, le social media marketing, le marketing mobile et le marketing de la performance. Le marketing de contenu existait déjà, mais il a été terriblement renforcé par le digital, tout comme le marketing relationnel, qui a bénéficié de nouveaux canaux de marketing direct et de nouveaux outils, produisant toute une somme considérable de données. 3e composante essentielle de l'acquisition, la vente, avec la prospection commerciale, l'avant-vente, la négociation et maintenant les nouvelles techniques de social selling. Elle n'inclut pas dans l'acquisition la gestion de compte qui se passe après l'acte d'achat, et donc une fois que l'acquisition client est achevée. Retrouvez toute la cartographie de l'acquisition détaillée et la méthode pour construire son plan d'acquisition dans le livre Acquisition, stratégie design, plan marketing, nouvelle génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30 Publishing. Ces 2 vidéos qui nous permettent de nous mettre de nous lancer dans le bain. On va attaquer tout de suite sur la communication. Je vais partager aussi, pour introduire la discussion, quelques extraits du livre, donc les premières pages sur la communication,
Et on va un peu essayer de suivre, même si on va pas aller voir toutes les pages parce qu'il y en a pas mal consacrées à cette partie, on va un peu essayer de suivre la logique du livre et commencer avec la communication de marque. Comme on le disait dans le livre, tout commence avec la communication de marque. C'est quelque chose d'essentiel, de l'importance de la marque. On va parler dans la partie marketing de l'importance du produit, mais les deux sont des socles. Julia, je te passe la parole. Tu as pas mal contribué à cette partie. Je sais pas si tu veux que je laisse les slides ou que je les enlève. Écoute, je ne sais pas. Oui, évidemment, ce qui est important, c'est d'avoir des bases sur la communication de sa marque. C'est-à-dire que on en a 4. Tu peux peut-être garder pardon. Oui, gardez ta slide parce que je suis en train de le commenter. Donc la mission, c'est un petit peu la raison d'être de la marque. Alors la raison d'être, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment parce que les consommateurs, nous tous les Français, on est de plus en plus sensibilisés sur l'idée que nos achats doivent avoir un peu de sens et que du coup, la raison d'être d'une marque, c'est important d'arriver à la formaliser. Ceci dit, c'est le positionnement et donc la vision qui est intéressant, le positionnement et la promesse de cette marque. Qu'est-ce qu'elle nous promet ? Ça va pas sans une plateforme éditoriale, c'est-à-dire que dans cette promesse, c'est comment la marque peut-elle affirmer des sujets de prise de parole sur laquelle elle est crédible et sur laquelle elle est légitime. La plateforme éditoriale, elle doit vraiment travailler ces aspects-là. Et puis, évidemment, la charte graphique et iconographique, qui sont les règles d'usage d'une marque. Ça, c'est vraiment 4 blocs, 4 socles qu'une marque doit avoir établis avant de pouvoir commencer à travailler des plans d'action, des plans d'acquisition. Mais au-delà de ces socles, pourquoi, de votre point de vue à toutes et à tous, la marque reste aujourd'hui une composante essentielle malgré le digital? Moi, j'ai un peu le sentiment qu'avec le digital, on a perdu pendant quelques années de vue l'importance de la marque et qu'aujourd'hui, entre autres aussi parce que le digital devient plus diffusé, que tout le monde a adopté le digital ou que beaucoup l'ont adopté, que c'est plus un outil de différenciation et que de facto la marque redevient quelque chose d'essentiel à travers la différence, à travers les 4 socles que tu as évoqués. Je te renvoie la balle, Julia. Ah d'accord, pardon, je ne savais pas si tu voulais que d'autres puissent contribuer. Oui, non, alors c'est évident que la marque, elle a une valeur qui peut sembler immatérielle, mais qui est très importante parce qu'aujourd'hui, c'est justement ce qui permet de distinguer un achat d'un autre. Et je suis pas sûre que le digital ait vraiment fait atténuer ou disparaître cette dimension. C'est simplement les directions marketing et peut-être communication qui sont à un moment plus attachées à comprendre quels étaient les outils, quels étaient les parcours digitaux et qui s'en sont moins occupés. Mais en revanche, je suis certaine que les clients, eux, ont toujours considéré la marque comme une valeur très forte pour eux et qui a et qui drive leurs achats. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je crois que il y a eu aussi une différence entre le B2B et le B2C, où l'arrivée du digital au niveau du B2B et son adoption a fait que la marque, en fait, au fur et à mesure des années, a pris une importance grandissante qui se rapproche du B2C. Je crois que le digital n'a pas, à l'heure actuelle, ne dilue pas forcément la perception de la marque ou son importance. Et cela reste, je pense, effectivement quelque chose d'extrêmement important puisque ça donne du sens dans l'achat, qu'on soit en B2B ou B2C. Moi, je vois là par rapport à la société PrestaShop, où il y a une approche open source
et qui permet à des petites entreprises ou même des entrepreneurs de monter en quelques jours un site e-commerce de façon totalement indépendante en préservant ses propres données, ses propres data, il y a un sens qui est donné qui est très important et auquel un écosystème est très attaché. Et je pense qu'effectivement, la marque donne du sens et c'est la façon dont on est perçu. Donc ça, je pense que quel que soit le canal, c'est quelque chose de très important. Ouais, je pense qu'en fait, si les marques se sont beaucoup attachées et elles ont eu raison à l'expérience utilisateur. Mais celle-ci, elle est vraiment reliée à la marque. Et c'est pour ça que dans les parcours d'acquisition, la marque, elle doit être vraiment présente parce que l'expérience utilisateur doit être connectée à la valeur de marque. Moi, je suis convaincue que le digital a renforcé l'importance de la marque, qui est devenu quelque chose d'essentiel en fait. Parce que justement, le parcours client est devenu tellement complexe, on a multiplié tellement les points de contact possibles entre une marque et ses consommateurs, qu'ils soient B2B ou B2C, que finalement, il devient hyper important de garder une cohérence totale du discours de la marque et de son apparition en fait sur chacun de ces supports. D'où l'importance de travailler sa marque pour être en cohérence, quel que soit l'endroit où on rentre en contact avec le client. Et je crois aussi que le digital, en rendant, en fait, a mis un peu les marques à nu, entre guillemets, dans le sens où elles sont maintenant obligées, par les réseaux sociaux en particulier, d'avoir une communication absolument transparente et authentique surtout. Et donc rester intègre, c'est fondamental et ce n'est possible que si on a travaillé ces fondamentaux de marque, que si on sait pourquoi on parle, de quoi on parle et voilà jusqu'où on a envie d'aller dans sa communication. La notion d'authenticité est devenue très importante aujourd'hui et ça c'est le digital qui a drivé ce changement-là. Et puis, il y a le fait aussi... Oui, pardon. Oui, donc je disais que tu as raison parce qu'il y a aussi une perte de contrôle dans l'entrée en discussion des marques sur tous ces points de contact. Du coup, les marques sont aussi un peu dépossédées de leur valeur de discours, c'est-à-dire que c'est aussi d'autres qui l'apportent, comme les clients. Et donc, elles ressentent fortement cette mise en danger de perdre le contrôle sur le discours, qu'elles ne peuvent plus être les seules à tenir sur elles-mêmes. C'est extrêmement vrai. Moi, je vois, j'ai un exemple. Il y a des plateformes de e-reputation. Là, je parle donc de B2B. Un exemple, c'est Trustpilot, qui permet effectivement de donner des notes à des entreprises via des produits ou autres, et sur lesquels on n'avait pas tout à fait jusqu'à maintenant mesuré effectivement l'importance de prendre la parole et d'être en relation directe avec les influenceurs, des ambassadeurs ou des clients ou des partenaires sur cette plateforme, qui finalement donnait des messages qui n'étaient pas du tout alignés avec ce qu'était la société et ce qu'elle pouvait apporter. Et donc, effectivement, l'importance de prendre la parole et de maîtriser ce qu'est le message authentique est particulièrement important pour une société. Et c'est ce qu'on a mis en place et je suis très, très alignée avec ça. C'est-à-dire le fait qu'effectivement, le digital a mis à nu et force effectivement à être authentique et à être vraiment aussi extrêmement transparent sur ce qui est réellement les messages, si on parle que de communication ou même les stratégies et c'est très important d'être là en tant qu'entreprise et en tant que marque. Oui, tout à fait. Et oui, il y a cette notion de transparence, de mise en danger. Et il y a aussi, en lien avec ce qu'on a appelé l'ubérisation, en fait, toutes les industries maintenant peuvent être en quelque sorte révolutionnées par le digital. Et c'est pour ça aussi que la marque
prend de l'importance, c'est que la marque, c'est la seule chose quasiment qui peut pas être répliquée, qui peut pas être remplacée, même si d'autres chiffres, j'en parlerai plus tard, il y a des chiffres qui disent que la marque, en fait, j'écoutais une étude faite par Havas qui disait que près de 80% des consommateurs dans le monde disent que si telle ou telle marque disparaissait du jour au lendemain, pour eux, ça leur est complètement égal. Donc ça, c'est un peu désespérant pour un communicant. Mais on pourra en reparler plus tard. Mais par contre, moi, il me semble que la marque, c'est ce qui ne peut pas être répliqué, c'est ce qui fait l'essence de ce que vous êtes. Et que quand on est dans ce monde digital où on peut être ubérisé, entre guillemets, assez facilement, il est important de travailler sur sa marque pour donner du sens, pour construire en fait une relation avec un niveau plus émotionnel avec ses clients. Alors là, la transition est toute trouvée pour Patrice. Ouais. Moi, cette idée de la marque, pour moi, c'est effectivement la différence et il y a besoin d'exprimer. Et vu que le digital accroît la concurrence avec tout le monde, en concurrence avec tout le monde sur le même réseau social, sur les mêmes pages web, hein, on est tous à un clic de l'autre. Il faut que la différence soit forte pour être identifié et il faut créer une relation expérientielle, une relation émotionnelle. À toi la parole un peu, Patrice. Tu as été extrêmement discret. J'ai été sage. Hein. Ah, bravo. Non, mais j'écoute les conseils de Simon Sinek. En fait, il faut parler en dernier souvent. C'est assez intéressant. D'abord écouter, et puis ensuite on pourra avoir quelque chose à dire. Non, mais je voudrais dire que la marque, c'est aussi... Enfin, là, je me place toujours, moi, du point de vue du client, finalement, et d'ailleurs, c'est l'objet du livre, hein, c'est d'essayer de le comprendre. La marque, c'est aussi ce qui nous définit. C'est-à-dire, nous, les individus, nous vivons avec des marques, et acheter une marque, ça a un sens, enfin, ça fait sens dans l'idée que ça communique vers le monde extérieur, vers les autres, notre entourage ou nos entreprises, qui nous sommes. C'est-à-dire qu'acheter une marque, c'est pas insignifiant, en fait, c'est un vrai signe de ce que nous sommes et c'est un signe de notre communication en tant que client. Donc, quand on parle de la mission de la marque, de sa raison d'être ou de sa plateforme, les gens n'achètent pas un logo, les gens n'achètent pas un élément de communication de la marque, les gens achètent un sens, en fait, qui donne quelque chose qui donne du sens à leur vie et à leurs achats et à leurs actions. Et pour moi, c'est vraiment essentiel de comprendre que la marque, on en a besoin. Alors oui, bien sûr, les gens disent si 80% des marques disparaissaient, ça ne changerait rien à notre vie. D'abord, si c'était les marques qu'eux ont achetées, ils seraient quand même un petit peu embêtés pour modérer un peu le propos. Et deuxièmement, ça relève qu'il y a, à mon sens, énormément de marques qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de sens, qui ne créent pas de sens, de valeur pour les clients, qui pensent en avoir de leur tour d'ivoire en mode j'ai fait une plateforme de marque et donc je sais faire un logo, je sais faire une charte graphique, mais c'est pas ça en fait. La marque, ça définit une culture. La communication, c'est l'expression de la culture de la marque. Alors la culture, ça a un sens communautaire, ça a un sens d'inclusion du client, des collaborateurs aussi d'ailleurs, pour en reparler, parce que la marque, c'est aussi quelque chose qui définit pourquoi on travaille dans une entreprise. Et cette culture-là, ben, c'est quand même ça qui est essentiel à travailler. Moi, je ne pense pas qu'on puisse s'affranchir de l'idée que le client fait partie. Le client est la marque, en fait. Les gens qui sont acheteurs je ne sais pas, enfin, de qui avons-nous parlé? D'Uber, d'Apple, de 1 minute 30. Les gens qui sont acheteurs d'1 minute 30, ils définissent la marque 1 minute 30. Ils en font partie, en fait. Ils sont la marque. On peut pas penser que la société, l'entreprise, c'est la marque. Non, la marque, c'est aussi les collaborateurs et les clients. Au passage, vous allez présenter quelques pages du livre. Il y en avait une sur la différence entre l'image de marque et l'identité de marque. J'en ai mis une sur l'évolution des marques vers des marques plus expérientielles. L'idée, c'est pas nécessairement qu'on puisse tout aborder, mais que ça vous montre un peu tout ce qu'on aborde dans le livre et tous les points qu'on va creuser, même s'il y en a plein qu'on ne pourra pas adresser.
pour avancer un peu, Julia ou Patrice ou Chloé ou Coralie, sur comment la marque a une influence sur l'ensemble du parcours d'achat. Patrice, tu disais que le client était la marque. Donc, quelle est la place de la marque dans le parcours d'achat? Justement, la marque, pour moi, elle est un indicateur fort. C'est-à-dire que le choix peut se faire entre deux offres sur la marque. On a tendance à penser que le client est rationnel dans son analyse et dans son parcours. Et on sait qu'en fait, il est surtout émotionnel. Et donc, forcément, il est influencé par la marque. Il est influencé par son expression, par le contenu qu'elle peut lui adresser. Mais la marque a un rôle moteur, je pense, dans sa décision. Il n'est pas du tout sans impact sur la décision du client, évidemment. Parce que cette relation à la marque, ça crée une émotion. Et cette émotion, elle est tout au long de son parcours, en définitive. Elle n'est pas juste à un moment, j'ai fait un film où j'ai publié dans un magazine et j'ai créé quelque chose. Non, l'émotion, elle est tout le temps là, en fait. Donc, pour moi, la marque, c'est vecteur de cette émotion et c'est son rôle, d'ailleurs, avec ses valeurs, sa raison d'être, avec sa vision du monde. C'est son rôle que de nous aider à comprendre pourquoi nous aussi, on pourrait rejoindre cette marque. C'est la façon dont je vois les choses. Moi, je trouve que malgré tout, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Patrice, mais c'est important de se dire aussi qu'elle ne doit pas, c'est pas parce qu'elle aura plaqué son logo et parce qu'elle sera brandée qu'une communication sera plus performante qu'une autre. Donc, elle doit quand même à chaque fois se poser la question de son message et quelle valeur elle apporte. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que un achat une marque revendique une communication que le produit sera plus acheté. Il faudra qu'elle puisse travailler qu'est-ce qu'elle apporte réellement. Juste un mot là-dessus, si on prend l'exemple, on n'a pas parlé d'engagement, mais on voit bien qu'aujourd'hui, si la marque est engagée, elle crée forcément plus d'attention, plus d'émotion et plus d'adhésion à ce qu'elle dit. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Les marques qui s'engagent, les marques qui ont des combats, moi j'appelle ça comme ça, et qui ont des territoires d'expression, pour le dire autrement, sur lesquels elles sont vraiment engagées, elles créent une forte adhésion. Les exemples sont multiples. Et donc, c'est pas tellement le produit qui va engager à ce moment-là seulement, du parcours, mais c'est bien le rapport émotionnel qu'on a à la marque. On aime ou on n'aime pas, on est fan, on n'est pas fan. C'est là que ça se passe. Et je te rejoins sur le fait que c'est pas juste un logo ou je ne sais pas quoi qui va dire voilà ce qu'est la marque. Non, c'est pas du tout ça. C'est au contraire dans les engagements qu'elle prend. Il suffirait de regarder les campagnes de Nike ces dernières années pour voir à quel point ça fait réagir les communautés. Alors, il y a du pour et du contre, mais il y a quand même beaucoup de pour. Il y a quand même beaucoup de gens qui se sentent émotionnellement engagés avec la marque. Et on a des études là-dessus. Les clients qui sont engagés émotionnellement avec les marques sont de meilleurs clients, 2 des clients plus fidèles et 3 des vrais ambassadeurs, des gens qui vont porter la marque autour d'eux, parce que c'est aussi ça ce qu'on est en train de faire. L'acquisition, c'est aussi parce que la marque, elle est partagée par un certain nombre de gens, les collaborateurs, les clients, enfin un certain nombre de gens qui parlent de la marque et qui disent des choses sur la marque. Coralie, tu as envie d'intervenir sur ce propos? Je suis très, très en ligne avec ce qui est dit. Après, par rapport à ce que tu remontais comme sujet, qui est à quel moment intervient finalement dans le parcours du client la marque, je pense qu'effectivement, elle intervient au tout début du parcours par rapport au fait qu'il va pouvoir y avoir de l'awareness, de la sensibilité, de l'attractivité, et je pense qu'elle prend un rôle de plus en plus important dans toute la
dans tout le parcours d'achat ou le parcours du client dans la relation à l'entreprise qui est traduite par la marque, hein, puisqu'effectivement, comme tu disais, on voit que moi je suis plus B2B que B2C, mais dans les dernières études, au niveau de la décision d'achat, la marque compte désormais pour plus de 70% dans l'influence de la décision d'achat, qui est quelque chose qui n'était pas du tout le cas il y a une dizaine d'années, et c'est effectivement lié à l'émotion. C'est-à-dire, est-ce qu'on va s'associer à une marque dans sa fonction de décisionnaire ou bien il y a aussi le fait de la confiance qu'on va donner et du sens qu'on va donner. Et après, effectivement, dans le côté de ambassadeur, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Moi, je suis dans une société qui est donc dans l'open source avec un écosystème qui est lié à ce côté open source avec beaucoup d'ambassadeurs, et c'est le sens qui est donné à travers la marque de ce qui est le rôle de l'entreprise qui fait que cette communauté d'ambassadeurs fonctionne, mais de façon spontanée, c'est-à-dire de façon totalement authentique. Et il n'y a pas de choses formatées ou même de budget donné sur ces sujets-là. Donc, effectivement, la marque authentique prend une place essentielle tout au long, effectivement, de ce parcours. Ce qui avant, moi, dans le B2B, comme ça fait longtemps que je suis dans ces domaines, il y a jusqu'à une dizaine d'années, on était plus sur le niveau de awareness. Et puis, le reste, bon, c'était aligné plus ou moins, mais pas forcément dans la compréhension stratégique de ce qu'elle pouvait être. Donc, voilà ce que je pourrais partager. Moi, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, il y a cette idée que la marque doit être présente dans toutes les actions d'acquisition qu'on fait. Ouais. On parlait beaucoup de cohérence, donc il faut que on s'assure, et j'ai montré des questions tout à l'heure, à s'assurer que sur chaque action, on respecte bien sûr l'identité visuelle, le ton, mais surtout l'identité, la raison d'être de la marque, et qu'il n'y ait pas des actions qui soient incohérentes, parce que si on rentre dans cette incohérence-là, ça crée des hiatus dans le parcours. Ça, c'est une certitude sur l'ensemble de nos actions. Ce qu'on a illustré aussi pas mal dans le bouquin à travers l'exemple de la vache pourpre, c'est qu'on peut faire dans notre découpage étape de maturité, action du client, faire en sorte que le choix de la marque se fasse avant le choix du produit. Et on a donné l'exemple dans le bouquin autour de la vache pourpre, où dans le bouquin, la vache pourpre commence au début comme étant une marque blanche. On a montré tout à l'heure la slide, l'évolution de la marque blanche jusqu'à la marque expérientielle. Et au début, la vache pourpre, c'est des téléphones qui sont vendus uniquement par des distributeurs, sans communication de marque. Et donc, le client peut acheter ce téléphone-là au début uniquement parce qu'il va d'abord chez Funhouse et chez n'importe quel distributeur, que là, il voit une quinzaine de téléphones et que parmi les 15, à un moment donné, soit parce que le vendeur a été sympa, soit parce que le prix est moins cher par rapport aux autres, il a choisi le téléphone de la vache pourpre plutôt qu'un autre. Et là, on est dans une situation où la marque a que très peu de rôle, où c'est finalement le distributeur qui influence plus la décision d'achat. Et tout l'intérêt, et ce qu'on voit dans l'exemple de la vache pourpre, et ce qu'on a mis en scène, c'est que en travaillant sur sa marque, en communiquant, en créant des communautés, en travaillant auprès des influenceurs, on peut faire en sorte qu'un client choisisse d'abord, et en particulier grâce au digital, parce qu'il a accès à plein d'informations sur le web, choisisse d'abord le fait qu'il veuille acheter un téléphone de la vache pourpre, et après qu'il aille chercher le meilleur distributeur, le meilleur endroit pour l'acheter. Et là, on a une inversion du parcours d'achat lié à la marque, de dire d'abord je choisis la marque avant de choisir le distributeur ou le produit, ou d'abord je choisis le distributeur et après la marque. Et travailler là-dessus, et le fait d'utiliser la méthode pour bien formaliser les étapes et les parcours, on va pouvoir vachement mieux guider la stratégie, se fixer des objectifs, et en particulier, parce que c'est indispensable, travailler sur cette inversion pour que la marque soit choisie avant le distributeur et avant le produit. La méthodo, en formalisant ces étapes, en comprenant là où on en est aujourd'hui, la vache pourpre au début, elle était vraiment choisie à la fin par hasard.
à là où on veut aller demain. Effectivement, Jérémy le disait dans la première table ronde, là, je pense qu'on s'est un tout petit peu inspiré d'Apple. Aujourd'hui, quand Apple sort un produit, les gens veulent l'acheter avant même de savoir quelles sont les fonctionnalités, à quoi il sert, est-ce qu'ils en ont besoin. C'est juste parce que ils veulent avoir le truc en plus de la marque. Donc, on voit qu'il y a une influence, oui, à chaque étape, à travers chaque action pour qu'il y ait la cohérence, mais il y a aussi vraiment cette étape forte qui est, est-ce que la marque précède le désir, enfin le désir ou le produit ou pas? Tout à fait. Je vais te donner 2 exemples super concrets. Tu n'achètes pas de l'eau minérale, tu achètes de l'Evian ou de Vittel. Hein, tu peux choisir ce que tu veux comme marque. Tu dis pas je vais acheter de l'eau minérale. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est pas le produit que tu achètes, c'est la marque. La deuxième chose, c'est si tu n'achètes pas un CRM, tu achètes Salesforce, pour le dire autrement. Désolé, hein, mais c'est l'exemple qui me vient comme ça en tête. Mais tu vois, c'est là où la marque précède le produit ou l'offre, en fait. Tu veux travailler avec Salesforce parce que je ne sais pas quoi, j'en sais rien, je ne les connais pas en plus. Mais c'est ça que tu veux, c'est la marque que tu veux. Et après, tu vas chercher quels produits ils vont réellement te proposer. Ça, c'est un peu un Graal quand même. Hein. Oui, c'est un Graal. C'est un peu un Graal pour les marques, hein, de se dire qu'on va... C'est la même chose que je veux travailler avec 1 minute 30. Bon, d'accord, je veux travailler avec Gabriel parce que je suis un fan de Gabriel, mais en fait, c'est pas vrai. Et sinon, on considère que Gabriel, à lui tout seul, est une marque, ce qui est très possible. Mais je veux travailler avec 1 minute 30 et après, je travaillerai peut-être avec tel ou tel département ou sur tel ou tel projet d'inbound ou de l'acquisition, stratégie, design. J'arrive à le dire aussi dans le bon sens. Mais c'est après, c'est la marque. S'il n'y avait pas la marque 1 minute 30 sur le bouquin, il serait déjà beaucoup moins bien, je crois. Mais ce dont on parlait en creux également par rapport à la méthodo Acquisition Strategy Design, moi aussi j'ai réussi. C'est effectivement one point. C'est effectivement ce Graal que l'on décrit et qui est un asset fondateur pour une société. Et moi, ce que je trouve extrêmement difficile et à laquelle la méthode peut nous aider, c'est cette mise en cohérence. C'est-à-dire, il y a vraiment l'authenticité et le sens. C'est-à-dire, une marque, c'est pas qu'un logo, parce que effectivement, la raison d'être, on peut la faire en 2 minutes, mais c'est vraiment l'incarner. Ah oui, non, mais je veux dire, si tu peux mettre 3 mots, quoi, mais faire vraiment porter une véritable raison d'être, y mettre du sens. Que les équipes internes l'incarnent, qu'on soit capable de façon cohérente de la porter vers l'extérieur par rapport à tout l'écosystème. Moi, je trouve que la mise en œuvre d'une cohérence, c'est dans la durée, mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et effectivement, avoir une approche systémique, avoir une approche méthodologique, c'est quelque chose qui est extrêmement important, notamment dans le cadre de l'acquisition et de la croissance d'une entreprise, avec cet asset qu'est la marque. Et moi, franchement, c'est ce que je trouve une des choses les plus compliquées. C'est la cohérence et l'incarnation. Parce que là, on parle de marques qui ont réussi. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas forcément. Et comme tu disais, Julie, c'est vraiment un Graal et qu'on doit tous avoir de par l'importance qu'est désormais la marque pour une entreprise. Parce qu'effectivement, c'est ce que tu disais au début, c'est quelque chose qui n'est pas réplicable. Et c'est certainement ce qui devient un des assets les plus importants pour une entreprise. Mais effectivement, l'incarner dans la durée, de façon cohérente, pour avoir un impact qui va permettre des acquisitions de nouveaux clients et donc la croissance d'une entreprise, c'est pas rien. Moi, je voudrais répondre à une question d'Amine qui est passée, qui demandait si dans la méthodo, ça permettait justement de travailler la marque. Est-ce que la méthodo, dans son système, elle permettait de travailler la marque? Parce que là, on dit beaucoup que la marque doit être présente dans les parcours, dans les actions d'acquisition. Mais la question que Amine posait, c'était l'inverse. Est-ce qu'elle permet finalement de travailler la marque? Alors, moi, j'aurais envie de répondre que non, c'est pas le parcours d'acquisition qui va faire travailler la marque, mais en revanche, elle peut mettre
en évidence certains manques de la marque. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Je travaille pour une marque de banque, une marque bancaire, qui a refait une charte graphique. Et en fait, la charte graphique, elle a été créée par des gens très intelligents, en agence qui est très fort, très bien, et elle est très belle. Mais en fait, en l'appliquant au digital, on s'aperçoit qu'elle ne fonctionne pas très bien, cette nouvelle charte, elle ne fonctionne pas très bien en digital, qu'elle n'est pas très propice au digital. Parce que les visuels sont en noir et blanc, parce qu'il y a il y a plein de choses qui font que cette charte graphique, elle est compliquée à travailler sur les supports digitaux. Et donc, là, dans ce cas-là, il peut y avoir une prise de conscience du marketing de la marque, du travail sur la marque, de dire, tiens, je vais quand même tenir compte de ces remontées-là dans le parcours client, qu'il y a des choses à changer dans la marque. Mais sinon, ce sont des cas à la marge, mais je pense que c'est pas le parcours d'acquisition qui définit la marque. Ouais, pour moi, la marque, elle doit se définir au préalable, hein, parce qu'on disait qu'on commence par la marque, et après, on doit s'assurer qu'elle est présente à chaque fois, et qu'on est en cohérence à chaque fois. Il y a quand même une sorte de sanity check à mettre en place. La méthodo, en revanche, elle va avoir du sens pour essayer de mieux réduire vos cibles, de mieux les définir. Mais ça vient quand même malgré tout après la marque. Et la méthodo, et c'est ce que je voulais revenir dessus sur cette notion de comprendre, est-ce que la marque précède l'achat ou est-ce que c'est le produit qui précède la marque, etc. Ce qui est intéressant à travers la méthodo aussi, c'est un moment de se donner les moyens de mesurer ça. Et de mesurer, et ça on peut le faire à partir du moment où on a formalisé les étapes, etc., et qu'on essaye de dire qu'on veut inverser, que ça passe par l'un ou par l'autre, etc. C'est vraiment intéressant de savoir si avant un achat il y a eu une découverte de la marque, à quel moment, est-ce que ça a précédé la découverte du produit ou pas, et bien comprendre ça, ça va vous permettre aussi de mesurer avec des données internes et pas uniquement externe à travers des sondages, des enquêtes quali de Noto et de Cantine Noto, etc., va être en mesure de voir comment vous faites progresser la notoriété, la puissance de votre marque par rapport à vos produits en tant que tels, quoi. Ça, c'est un élément que je trouve assez structurant et important de la méthode. C'est pas tant sur je définis la marque elle est définie préalablement et on a des outils, des ateliers de raison d'être, de positionnement. On a des outils comme le Créaton qui dans nos méthodes et pour nos clients nous permettent de travailler là-dessus. Mais après, l'acquisition va nous permettre de nous assurer que la marque est présente partout et que on sait mesurer l'influence de la marque sur les achats. Et il y a des retours dans le chat, et quand quelqu'un dit je suis pas tout à fait d'accord, c'est intéressant, ça crée une polémique. Je pense que monsieur c'est Philippe. On achète principalement une marque par besoin dans un but et non pas seulement par affiliation à une catégorie sociale. Tu veux intervenir là-dessus ou pas trop? À qui parles-tu? Philippe, je pense que c'est le monsieur que Amine a adressé. À Patrice, tu veux dire? À Patrice, pardon. Oh là là, je parce qu'il y a Philippe qui parle. Excuse-moi parce que. Non, c'est de ma faute. Je suis désolé. Excusez-moi. Non, mais comme il y a un Philippe dans le chat aussi. C'est ça, mais je me suis bugué là-dessus. Je pensais que tu leur posais la question parce que. Non. Excuse-moi, Patrice. Je vais y arriver. Oui, c'est parce que j'ai été trop gentil avec toi tout à l'heure. Donc voilà. Alors, mais tu es troublé. Non. C'est ça. On n'a pas dit qu'on achetait une marque par affiliation à une catégorie sociale. Enfin, je ne crois pas avoir du tout dit ça. Hein. C'est pas du tout ça. On achète une marque parce qu'on partage la même vision du monde que la marque, si jamais elle arrive à l'exprimer, parce qu'on a les mêmes valeurs, parce qu'on est dans les mêmes combats ou les mêmes engagements, et parce qu'elle a du sens
ce que disait Julia tout au début de son intervention, c'est quand même essentiel. C'est l'idée que nos achats doivent avoir du sens aujourd'hui. C'est vraiment la clé, quoi. On n'achète pas sans comprendre pourquoi on achète. Ça a été dit bien mieux que ça par Simon Sinek, que nous avons tous presque lu, je crois, maintenant. Mais vraiment, c'est essentiel de comprendre ça. Le rôle de la marque, c'est pas de définir une catégorie sociale. Le rôle de la marque, c'est de définir une communauté qui croit à la même chose et qui a envie de la même chose. Mais je pense que, enfin, ce dont parlait Amine, c'est que effectivement, il y a quand même des marques statutaires, des marques qui te définissent quand même. Tu vas chercher, si tu achètes des marques de luxe, par exemple, c'est aussi pour montrer quelque chose de toi. Ça peut, c'est aussi pour dire qui tu es quelque part. Mais là où je te rejoins complètement, c'est que c'est pas forcément que des marques de luxe. On peut trouver une marque, une petite marque qui va promouvoir l'inclusion et l'acheter parce qu'elle promeut l'inclusion et parce que ça a du sens pour moi. Mais pour répondre à Amine aussi, c'est justement là où la marque devient une force. C'est quand, au lieu d'acheter un produit, on achète un produit qui est proposé par une marque qui défend quelque chose différemment. Oui, si tu veux un exemple de marque qui n'est pas une marque de luxe, que j'aime beaucoup, bien sûr, c'est Decathlon. C'est pas une marque de luxe, et pourtant tu achètes un produit Decathlon. Et même mieux, tu achètes maintenant une tente Quechua, ou tu achètes, enfin tu vois, je veux dire que la marque a été capable de se décliner en marque par catégorie de produits. Mais les gens achètent la marque d'abord et puis ensuite le produit. Donc, oui, parce évidemment, j'achète de l'Evian parce que j'ai soif. Ouais. Oui. Alors, je suis d'accord avec Amine, j'achète de l'Evian pour boire de l'eau, c'est évident. Mais en même temps, c'est pas que ça, parce que Evian a été capable de vendre des t-shirts, des sweatshirts à tout un tas de gens, avec des bébés dessus, et c'était pas pour boire de l'eau qu'ils les ont achetés, c'était pour dire, voilà la marque que j'aime. Et c'est quand même autre chose. Alors oui, tout le monde n'est pas Evian, on est d'accord, mais comme tu le disais, Julia, il y a des petites marques, au sens qui ne touchent pas autant de gens, qui sont très fortes et qui engagent énormément leur communauté de clients et d'ailleurs leurs collaborateurs aussi. Donc c'est pas une question de taille, en fait, c'est pas une question de luxe non plus. On a longtemps cru ça, que c'était la question réservée à Louis Vuitton ou à Dior ou à je ne sais pas qui. Mais non, en fait, quand j'achète une marque, même une petite marque ou une marque B2B, ça a du sens également. Et oui, je voulais conclure là-dessus, sur cette partie sur la marque, sur le B2B, parce que Christian pose une question en disant la marque a beaucoup de sens en prenant l'exemple d'Apple, plus en B2C qu'en B2B. Ça a longtemps été vrai, mais ce qu'on évoquait au début sur le digital, sur la concurrence accrue, etc. Aujourd'hui, je pense que le B2B doit aussi travailler sa marque. On a parlé de Salesforce et on choisit un Salesforce peut-être avant un autre CRM parce qu'il y a eu un gros travail sur la marque. Ça peut être le cas d'une agence comme la nôtre où il y a un gros travail sur la marque et la marque, justement dans des situations où la concurrence est accrue. Et que tout le monde est en concurrence avec tout le monde à un clic de l'autre, y compris en B2B. Si on n'a pas une marque forte, la seule différence, c'est le prix. Et se résigner à une concurrence sur les prix, ça veut dire perdre de la valeur, être en concurrence avec des gens qui ne travaillent que le prix. Et on aura du mal à survivre en étant en France avec nos charges sociales, etc. Et donc, il faut justement créer de la valeur de marque, créer de la valeur autour de la qualité et l'ensemble du service. Et c'est vrai en B2C, bien sûr, mais c'est aussi vrai maintenant encore plus en B2B avec cette concurrence accrue liée au digital. Je fais la transition parce que la marque n'est pas le seul sujet de la communication. J'ai mis en place quelques pages du livre parce que dans la cartographie de l'acquisition, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va parler des métiers. Et donc, je vous présentais ces quelques pages métiers qui permettent d'illustrer tous les métiers qu'on doit faire travailler ensemble dans une logique d'acquisition et qu'on arrête de les siloter, qu'on arrête de les séparer dans les organisations pour que toutes ces personnes-là, les DIRCOM, les
concepteurs-rédacteurs, les rédacteurs travaillent avec les marketeurs digitaux, etc. On essaye de casser les chapelles et donc de parler des différents métiers. Et là, je vous propose de parler un peu, de rentrer dans chacun des leviers. Là, on a parlé de la marque au sens large, de comment elle influence. Maintenant, on en arrive un peu plus au levier traditionnel de la communication, avec en particulier les relations publiques au sens large. Et public s'écrit avec un C depuis 2011. Les relations publiques au sens large. Est-ce que c'est des leviers qui sont pour vous encore important, comment les travailler aujourd'hui, quelle place ils prennent. Dernier petit exemple, parce que j'aime beaucoup ce modèle-là, qui est systémique aussi et qui m'a beaucoup influencé dans mes réflexions sur l'inbound marketing, c'est cette notion de paid, earned, owned et shared, le PESO modèle, qui montre l'ensemble des leviers que sont les leviers payants, donc des leviers traditionnels qui étaient réservés aux grosses entreprises avant et qui se sont beaucoup démocratisés. Les leviers de type earn, donc acquis, c'est ce que disent les autres de nous. Paid, c'est ce qu'on paye pour avoir des gens qui parlent de nous. Owned, c'est les médias qui nous appartiennent et c'est là-dessus que c'est beaucoup construit l'inbound marketing avec ses propres contenus. Et shared, toute la puissance des réseaux sociaux, le fait que chacun peut partager, relayer et intervenir à petits pas. Bon, j'enlève ces slides parce que je trouve que les slides gâchent un peu la conversation, mais c'était une façon d'introduire en particulier tous ces éléments, ces spécialités des relations publiques au sens large, de voir comment aujourd'hui ils ont encore de l'influence. Amine, dans la première table ronde, posait aussi la question de la communication de crise aujourd'hui dans l'acquisition. Ben, voilà, je lance le débat. À qui le prend? Alors, Coralie, moi, je t'ai connu il y a 20 ans, ça ne nous rajeunit pas, chez Alcatel. À l'époque, c'était beaucoup plus de la communication que du marketing digital. On était vraiment au tout début. Ce que tu faisais il y a 20 ans en com, avec les salons, avec les communiqués de presse, etc., qu'est-ce que tu ferais encore aujourd'hui et qu'est-ce que tu ne ferais plus? Est-ce qu'il y a des choses que tu as jetées ou finalement tu as tout gardé et juste rajouté? Il y a eu déjà une évolution, une maturité du marketing au niveau du B2B qui, dans ses pratiques, désormais se rapproche du B2C. Lorsqu'on parle effectivement des expériences clients, lorsqu'on parle de l'importance de la marque. Déjà, ce qu'on a gardé, c'est l'événementiel, puisqu'il y a ce côté... en période de crise sanitaire, cette année, ça a été un peu compliqué. Je parlais de l'événementiel physique, puisqu'on a besoin, on est des humains, on a besoin d'émotions, on a besoin de se rencontrer. Et moi, je pensais qu'on mettrait, ça n'existerait plus, pour tout dire, mais finalement, ça reste des points de rencontre importants. Alors ensuite, les formats ont beaucoup évolué, c'est beaucoup plus élaboré par rapport à la promesse ou à l'expérience qu'on va fournir aux différentes communautés ou aux différents personas. Ce qui a évolué, c'est le fait d'avoir aussi le pendant online et que ça puisse s'insérer dans des campagnes digitales un petit peu always on, permettant effectivement des points de rencontre privilégiés, mais aussi le contact permanent avec les clients, mais aussi de l'acquisition. Donc ça, c'est quand même des choses qui ont particulièrement évolué. Mais moi, je pensais qu'on jetterait l'événement physique, mais non, on le garde. Après, ce qui a également beaucoup évolué, c'est le fait qu'on est en contact permanent avec l'écosystème par rapport à différents objectifs, alors qu'il y a une vingtaine d'années, quand on était chez Alcatel, on était plutôt en mode ponctuel, c'est-à-dire, on avait fait un événement, on était content, on avait fait une brochure produit, on était content, on avait fait un communiqué de presse, on était content. Et voilà, donc
Maintenant, on a effectivement, je pense que toutes les activités marketing, qui soient les métiers dans les relations publiques et les autres métiers, je veux dire de communication et de marketing, sont désormais beaucoup plus, on mesure beaucoup plus l'impact que l'on veut avoir. On est beaucoup plus dans le fait d'avoir ce contact permanent avec différents objectifs avec son écosystème. Donc, l'objectif peut être de l'acquisition et du business, mais il peut être de la pure notoriété. C'est les grands changements qu'on a pu tous voir. Et puis, le digital, qui a révolutionné les métiers. Donc, effectivement, là, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça a complètement révolutionné tous nos métiers. C'est-à-dire même le métier, notamment le métier de la communication, parce que les canaux ne sont pas les mêmes. Et la communication digitale à travers les réseaux sociaux est extrêmement essentielle et stratégique, ce qui n'existait pas du tout lorsqu'on s'est connus, Gabriel. Non, mais je trouve que ton retour est hyper riche et je vais essayer de le synthétiser. Moi, ce que j'ai retenu de ce que tu as dit, c'est que globalement, on n'a quasiment rien jeté et on a surtout ajouté. Ouais. On a peut-être jeté le fax, hein, mais oh bon, il n'existe plus quand même, Gabriel. On n'est quand même pas des mammouths. Oh, le fax, si, il existait. Moi, quand on voyait, il y a 20 ans, il existait. Ouais, j'avais un fax dans la cave de Vichy en 2002. Non, le fax existait. C'est peut-être le seul truc qu'on a jeté ces dernières années, et le Minitel. Ouais, donc un peu sur les canaux, mais l'événement, on l'a pas jeté. La notion d'importance des relations presse, des relations publiques n'a pas été jeté. En revanche, on a rajouté plein de nouveaux canaux. On a rajouté aussi plein de nouvelles façons de communiquer. Donc, je crois qu'on est vraiment dans un truc qui est additif et pas, on retranche rien et on ajoute. Il est très beaucoup plus de complexité. Il y a beaucoup plus de complexité. Et puis, il y a le côté aussi d'automatisation des tâches. Et je voulais y arriver dans un deuxième temps. Qui nous permet maintenant de mettre de l'intelligence dans ce que l'on mettre plus d'intelligence dans ce que l'on fait par rapport à l'objectif stratégique qu'on souhaite atteindre et qu'on est capable de mesurer et donc d'adapter. Moi, dans le résumé que je voulais. Et ça, c'est un changement fondamental aussi. Ouais, tu mets le doigt là-dessus. Dans le résumé que je voulais faire, il y a cette dimension additive plutôt que soustractive de remplacement. Et ça, je trouve que c'est très important parce que pendant toutes ces années, on a eu plein de discours sur machin tue truc. L'inbound tue l'outbound, le mail tue le courrier, le digital tue le print, etc. Et en fait, on se rend compte que rien n'est tué et qu'il faut gérer plus de canaux, plus de leviers. Le deuxième truc que tu disais que je trouvais intéressant et très vrai, c'est le passage du ponctuel au continu. On passe de campagnes qui étaient un peu de temps en temps à des campagnes qui deviennent permanentes. Always on. Et ça, c'est quelque chose de clé et ça rejoint ce que tu dis sur l'automatisation. C'est qu'on passe aussi d'une logique d'artisanat où on faisait des trucs un peu de temps en temps comme des saltimbanques avec des bonnes idées, à des logiques plus d'ingénierie, de process. Et c'est pas par hasard que moi je considère que le fait que je sois ingénieur n'est pas complètement un hasard dans ma réflexion et dans mon envie de systématiser, de processer. Alors ça ne tue pas la créativité, le fait de processer, mais il faut créer des process créatifs ou être créatif dans ces process, mais on est obligé d'automatiser, de processer, de structurer, d'avoir cette vision complète, holistique en termes de parcours, de mettre en face des gens qui travaillent de façon continue, ensemble en permanence, et c'est pour ça qu'on est obligé d'aligner les équipes, et ça c'est un truc très important, et effectivement tu disais le poids de la mesure qui rejoint l'automatisation, c'est que là où on mesurait peu de choses, qui induisait aussi une partie d'artisanat, d'intuition, de saltimbanque, ben là, avec la mesure, on est obligé aussi d'être sur une intuition raisonnée, donc avec des logiques de test and learn, d'avoir peut-être des idées créatives, mais de mesurer derrière si elles fonctionnent, de changer assez vite, etc. Il y a autre chose. Il y a autre chose également dans l'outillage digital, et moi aussi je viens de formation plutôt technique, donc ça fait partie des choses que j'aime bien. Il y a un côté extrêmement important,
c'est que ça nous oblige aussi à planifier, à anticiper, à réfléchir à la cohérence de ce que l'on met en place. Et je reviens toujours un petit peu à la cohérence, mais et ces outils et ces approches un peu systémiques, ça permet effectivement d'avoir une véritable cohérence dans le temps et donc un impact. Parce que la mesure, elle permet l'impact par rapport à l'objectif qui est perçu. Et on était beaucoup plus dans le, bon, je vais trop loin peut-être dans le contenu, mais dans le tick in a box. Et là, on y met de l'intelligence, je trouve. On essaye. Il y a encore beaucoup de clients qui tick in the box, hein, et qui veulent être sur les réseaux sociaux parce qu'il faut être sur les réseaux sociaux, alors que dans leur cas de figure, c'est pas du tout pertinent. Qui veulent être machin. Justement, de fait qu'on a aujourd'hui, dans la cartographie, il y a près de 100 spécialités différentes, que toutes ces spécialités peuvent être pertinentes à activer dans un parcours d'achat, et qu'on peut pas tout faire, sauf peut-être qu'on s'appelle Apple, et donc il faut faire des choix. On peut pas être présent sur tous les réseaux sociaux, on peut pas utiliser toutes les méthodes de vente, et l'intérêt de l'acquisition strategy design, c'est d'aller chercher celles qui sont les plus efficientes pour vous, compte tenu du parcours d'achat de vos clients, de votre marché, mais aussi compte tenu de vos forces, du choix de votre marque, de là où vous êtes bon en interne. Si vous êtes meilleur sur les aspects commerciaux que sur les aspects marketing, ben, ça vaut le coup de rester bon en vente. Si vous êtes meilleur sur le web, typiquement, moi, j'ai jamais réussi à vraiment percer sur YouTube alors qu'on est très fort en référencement naturel. Ben, j'ai pas insisté sur YouTube à un moment donné. On fait des choix, alors qu'il y a des gens comme Stanislas Leloup, Marketing Mania, qui réussissent très très bien sur YouTube. Et ça veut pas dire que si vous n'êtes pas bon sur un côté, qu'il faut être bon partout. Il faut faire vos choix. Et le plan d'action, d'ailleurs, récapitulatif sur le plan d'action Acquisition Design, je trouve qu'il sert également à quelque chose qui est de calibrer ce qu'il est possible de faire. Parce qu'il y a des tailles d'entreprise qui sont multiples. Et si on se compare, alors qu'on est une start-up à 20 personnes avec des budgets raisonnables, à un grand éditeur logiciel, on va dans le mur. Parce qu'effectivement, il faut vraiment être capable de calibrer ce qu'on peut réellement faire, et par rapport là aussi où on est bon. Parce que les moyens et les équipes ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est le principe de réalité. Et c'est pas parce qu'on a peu de moyens et qu'on est une société à taille humaine qu'on ne peut pas faire des choses impactantes. Mais par contre, effectivement, il faut faire des vrais choix. Et ça sert aussi à ça, la méthode. C'est lorsqu'on arrive à un plan d'action où il faut activer des millions d'euros et 600 personnes, ben on sait qu'on n'y arrivera pas. Et donc, on revient effectivement à quelque chose de réaliste dans le contexte de l'entreprise et des objectifs qu'on s'est donnés. Et en plus, choisir au niveau qualitatif, effectivement, certainement, comme tu le disais, Gabriel, là où on est meilleur qu'ailleurs. Le fait même d'avoir planifié, d'avoir structuré, d'avoir cherché la cohérence permet, à mon sens, de revenir à au test and learn dont parlait Gabriel, c'est-à-dire que ça permet de la spontanéité et ça permet de la créativité aussi, tout en restant hyper cadré dans quelque chose, qu'on a structuré au départ. Mais comme tout change, tout bouge et que ça va très vite et qu'il faut rester always on, c'est avec cette structure qu'on peut se permettre de créer et de coller à l'actualité, par exemple, dans sa communication. Et le fait aussi d'avoir travaillé sur les KPIs, enfin sur les paramètres de suivi, ça permet justement d'être très flexible et de rester agile tout au long du parcours. On n'est pas fixé sur un objectif à dans un an et voilà, on y va. En fait, on change tout au long du parcours, tout en suivant les différents paramètres. Julia, Patrice, par rapport à nos derniers échanges sur ce qui a changé dans ces 20 dernières années et comment, au final, la communication avec ces leviers de relations publiques reste importante malgré tous les changements. Ouais, moi je pense, je rejoins un peu tout ce qui a été dit, mais je pense qu'effectivement la mesure, l'automatisation, le process, la digitalisation, ça a énormément changé. Mais je crois qu'on fait quand même, effectivement, c'est que en additif, on fait
on poursuit les mêmes objectifs avec et on applique les mêmes actions, mais on les fait différemment. On ne fera plus un argumentaire de vente avec un book de vente qu'on va dérouler à son client. Par contre, on va faire des vidéos démos, des tutos. Enfin voilà, on va réinventer la manière de vendre un produit, de le présenter, de l'expliquer. Mais on va quand même devoir le vendre et l'expliquer. Donc, je pense qu'il y a quand même une continuité en 20 ans. Il y a simplement eu des outils à notre disposition qui sont différents. Parmi ces outils différents, tu voulais dire un truc, Patrice, je te laisse la parole et je fais la transition après. Oui, tu me poses une question. Pardon. Non, je voudrais dire un truc différent. D'une part, je voudrais revenir sur ce que tu as dit. On n'est plus tellement dans l'artisanat. Oui, sans doute. Encore que moi j'aime bien ça, mais tu as raison. Mais je pense que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses différentes et voir la communication comme une création artistique au sens de l'artiste. Et je pense que c'est quand même intéressant parce que un peu trop de gens regardent les chiffres et finalement font ce qui marche chez les autres et donc finissent par tous dire la même chose au même moment et de parler tous de la même chose de la même façon. Donc restons quand même sur cette idée que la création et la communication, ça devrait quand même être quelque chose d'artistique dans le sens. Ah oui, c'est sûr, de la dimension créative. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que en fait, la plupart des gens pensent qu'il faut toucher beaucoup de gens, beaucoup de monde, qu'il faut communiquer au plus grand nombre pour avoir quelques clients. Donc on a mal lu les statistiques. Alors, on se fait berner par les statistiques continuellement. C'est-à-dire que comme les taux d'ouverture des mails ou les taux de clics ou les taux de like ou je ne sais pas quoi diminuent constamment, eh bien, finalement, on dit « Ah bah ouais, mais si je touche pas assez de gens, ça vaut pas le coup de le faire. » Et je voudrais vous dire que si vous écoutez cette Godine, que j'appelle Godine, moi, mais Godin, comme tu l'as dit tout à l'heure, Gabriel, c'est pas gênant, il vous dit exactement le contraire, en fait. Il vous dit que ce qu'il faudrait faire, c'est s'engager le plus fortement possible l'audience la plus faible possible. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qui ici dans la salle a besoin de millions de clients? Bon, déjà, ça réduit un peu, je pense. Et si on a besoin d'une centaine de clients pour faire tourner sa boîte, ou peut-être même moins encore, ou même si c'était 1000 clients, est-ce qu'on a besoin de parler à des millions de gens pour avoir 1000 clients? Parce que si on renversait un petit peu cette équation-là, on se dirait, est-ce que si on était davantage pertinent et si on savait davantage à qui on parle, on n'aurait pas forcément besoin de communiquer à des millions de gens et donc on n'aurait pas forcément besoin de dépenser des budgets que d'ailleurs nous n'avons pas. Donc l'idée, c'est plutôt quelle est la qualité de la communication que j'ai avec le minimum, enfin l'audience minimum qui va me garantir les clients dont j'ai besoin. Je crois que c'est important de le dire. Et dans cette méthode, on doit aussi se rendre compte que effectivement, vouloir faire tout ou être partout, je crois que ça a été dit, ça a été posé là dans est-ce que c'est utile d'être partout? Ben non, bien sûr que non. Est-ce qu'il faut tout faire? Est-ce qu'il faut communiquer avec des millions de gens pour au final avoir 10 clients? Ben non, je ne crois pas en fait. Je crois que si on communiquait plus efficacement, plus intensément avec l'audience qui nous correspond, ça suffirait. Et là, ça a été la méthode permet vraiment de réduire sa cible. Moi, ça a été d'ailleurs une vraie révélation de la méthode parce qu'on l'a pas faite pour ça initialement. On l'a vraiment faite sur comment structurer les parcours, enfin les actions d'acquisition, savoir à quelle étape elles interviennent pour faire le plan d'acquisition. Et en appliquant la méthode, on s'est souvent rendu compte que on a décomposé les grosses étapes et que en fait les premières étapes du parcours, on pouvait ne pas les influencer, laisser le marché faire son travail pour aller chercher le client beaucoup plus loin dans le parcours, donc avec une cible beaucoup plus réduite
et donc être beaucoup plus efficace et beaucoup mieux utiliser ces petits budgets marketing. Ça, on l'a vécu entre autres avec des gens qui faisaient des montres et des montres de luxe, qu'à l'origine, ils avaient plutôt l'intention de faire donc moins cher, avec une logique de vulgarisation de la montre de luxe. Donc, on parle de montres mécaniques avec des beaux mouvements, etc. Et toute leur communication était vraiment sur l'idée de vulgariser la montre manuelle, de la rendre accessible à tous, etc. Et en fait, en décomposant les parcours d'achat, on s'est beaucoup rendu compte que leurs vrais acheteurs étaient des gens qui avaient déjà commencé des collections. Donc, ils avaient déjà acheté une Rolex, ou ils avaient déjà acheté, il y a eu de la Rolex qui passait, ou une Rado, ou je ne sais quelle montre de luxe. Et en fait, c'était parce qu'ils avaient pris le goût de la connexion et de la découverte des montres manuelles qu'ils avaient envie de compléter la collection, et pas nécessairement avec des montres très chères, avec aussi des montres moins chères, etc. Et donc, en faisant cette compréhension du parcours d'achat, on s'est rendu compte que plutôt que de vouloir essayer de s'adresser à tout le monde en leur disant c'est super d'avoir une montre mécanique, excusez-moi, je me suis raté depuis le début, que c'était super d'avoir une montre mécanique à tout le monde, que c'était vachement plus intéressant de communiquer uniquement avec les collectionneurs. Et les collectionneurs de montres mécaniques, ils sont 1000 fois plus faciles à cibler et de façon 1000 fois plus efficace que tous les gens, tous les hommes qui seraient susceptibles d'acheter une montre mécanique. Et vraiment en faisant cette découpage-là, en se concentrant sur là où on aurait de l'impact et qu'on pouvait mieux faire progresser le client dans son parcours, ça a été une évidence. Et ça a été une évidence pour moi, au final, que la méthode permettait ça. Et très souvent, on l'a vécu depuis, on a cette capacité de réduire la cible pour s'adresser à un plus petit nombre qui a déjà franchi un certain nombre d'étapes tout seul, et donc d'être beaucoup plus efficace dans sa communication. Pas d'autres propos. Je voulais faire quelques transitions sur une nouveauté quand même dans le monde de la com. On n'a pas parlé des relations publiques au sens large. C'est les influenceurs et tous ces nouveaux influenceurs, des plus petits aux plus gros. Alors les gros existaient déjà, les stars, qui étaient déjà des ambassadeurs de marque, c'était déjà des influenceurs, et on va dire George Clooney n'a pas attendu le digital pour être un influenceur, participer à des campagnes de pub, etc. Mais aujourd'hui, on le voit, il y a toutes sortes d'influenceurs qui commencent à quelques centaines, voire milliers de fans sur les réseaux sociaux, que les marques adressent. Comment vous percevez ces nouveaux supports, ces nouveaux influenceurs, ces nouveaux publics à qui s'adresser? Qu'est-ce que pour vous ça change dans la communication? Qui veut prendre la parole? On lève la main. C'est-à-dire qu'on n'est pas très à l'aise avec ta question parce qu'on n'est pas des experts de l'influence, je pense. Enfin, moi, je parle pour moi, je suis pas une experte de l'influence. Je pense que ça prouve juste que la marque n'appartient plus à des publics maîtrisés. Ça veut dire que justement, la marque, on parle de marque depuis tout à l'heure, elle doit convaincre des gens il y a une espèce de passage de relais à d'autres. C'est des nouvelles manières de travailler, les traditionnels RP. Mais moi, je lève pas la main parce que j'ai pas une très grande expertise sur les influenceurs ou les micro-influenceurs. Bon, on va faire un webinaire dédié là-dessus. De toute façon, c'est prévu, Jérémy. Ça mérite. Mais je me sens un peu comme toi, Julia. Je suis pas une experte de l'influence, mais je trouve que ce recours aux influenceurs, ça illustre exactement tout ce qu'on est en train de dire depuis le début, c'est-à-dire le paysage de la communication se fait plus complexe. Deux, ce sont maintenant les consommateurs eux-mêmes qui sont devenus les médias en quelque sorte, parce qu'un influenceur, un micro-influenceur, effectivement, c'est à partir de quelques milliers de followers, et c'est exactement ce que vient de dire Patrice. En fait, un micro-influenceur, il est super intéressant parce que il a une communauté de gens qui supportent les mêmes valeurs, qui se reconnaissent en lui, qui le considèrent comme un modèle. Il va pouvoir avoir une influence considérable sur un petit groupe de gens.
Mais c'est vraiment quelque chose que je trouve super intéressant à travailler, que je connais pas suffisamment bien. Mais je pense que et puis des influenceurs, il en est des nouveaux tous les jours. C'est vraiment super intéressant de suivre ce qui se passe, notamment chez les générations les plus jeunes. Et c'est exactement en fait aussi ce qu'on disait au début sur l'authenticité, la nécessité d'authenticité de la part d'une marque. C'est-à-dire que une collaboration avec un influenceur, il va falloir la faire dans un vrai respect de l'authenticité de la marque. Et puis l'influenceur aussi, tout micro qu'il soit, s'il est micro, mais s'il est macro encore plus, il va devoir vivre et mettre en place cette collaboration de la façon la plus authentique possible, parce que lui, ce qui est en jeu, c'est justement sa capacité d'influence. Moi, je voudrais dire un truc sur ça, n'étant pas un spécialiste et n'étant jamais un expert d'ailleurs. L'idée de l'influence, c'est l'idée de la confiance en fait. C'est parce que les consommateurs ont perdu confiance dans ce que leur racontent les marques, et puis les journalistes, et puis les médias, on le voit, hein, le niveau de confiance qu'on a considérablement chuté. Et finalement, la confiance s'est déportée vers des gens qui nous ressemblent. Et donc, les influenceurs sont des gens qui sont d'autres consommateurs, c'est ce que vient de dire Chloé exactement, dans lesquels on a porté une confiance et qui est une confiance supérieure à la confiance qu'on a, y compris dans la marque, mais en tout cas dans les médias et dans les journalistes qui en parlaient. Donc, la confiance s'est déportée vers des gens qui nous ressemblent. C'est pas totalement aberrant. Finalement, c'est un réflexe humain finalement de faire confiance à des gens qui sont comme nous. On a toujours fait ça, et les influenceurs maintenant ont la parole parce que finalement le digital leur permet cette parole, cette prise de parole qu'ils n'avaient pas avant. Ils n'avaient pas accès aux médias. Donc aujourd'hui, n'importe qui, et nous sommes tous ici capables d'influencer. En réalité, ça dépend de l'audience que nous avons, c'est tout. Et de la confiance que les gens nous font. Donc, c'est la qualité de cette confiance qui fait l'influence. Et aujourd'hui, travailler avec les influenceurs, c'est important pour une marque, même si ça signifie peut-être que la marque n'est pas capable de créer cette confiance, qui peut poser aussi un problème, je pense. Et il faut bien faire la différence entre être un influenceur et être un prescripteur. On peut être un prescripteur, mais on ne sera pas forcément un influenceur. Dans l'aspect d'influence, il y a vraiment un aspect d'image, c'est-à-dire que c'est vraiment un mini-média. Et les influenceurs, ils ne sont pas simplement là pour rétablir une confiance d'un consommateur qui dirait bah, « tiens, je te conseille ce produit, il est chouette ». Ça, c'est une des parties de l'influence. Mais il y a quand même la partie d'image, d'état d'esprit, de valeurs communes, de désir qui est important chez les influenceurs et qui est important pour une marque de savoir traiter parce qu'effectivement, elle crée elle s'approprie l'image et la désirabilité de son influenceur. Puis c'est un amplificateur. Alors je voulais aussi qu'on parle des médias traditionnels, mais là je vois le temps passer et on en parlera peut-être avec Frédéric Abécassis. Dans la partie marketing, il n'a pas pu venir sur la partie com, mais il va intervenir sur. On a séparé dans le livre les médias traditionnels dans la com et les médias digitaux dans le marketing. C'est pour montrer entre autres d'ailleurs que les frontières sont de plus en plus poreuses et que c'est pas nécessairement pertinent de distinguer les deux autour du mot com et du mot marketing. On pourra l'évoquer tout à l'heure. Moi, je voulais répondre à une question dans la salle autour du marketing international et une autre qui n'était pas dans la salle autour de la marque employeur dont on n'a pas parlé pour montrer comment on peut utiliser la méthode sur ces deux situations-là et puis après faire la transition avec la table ronde suivante. Je vais d'abord répondre sur la partie marketing international. Oui, la méthode va être intéressante en marketing international parce que vous ferez un premier travail d'identification du parcours d'achat, a priori dans le pays où la marque est implantée nationalement, ou en tout cas le pays initial où le siège existe, et on va avoir ce travail du parcours d'achat qui pourrait être fait par les équipes de façon plus approfondie, parce que souvent les équipes marketing du siège sont plus grosses que les équipes locales. Mais le fait d'avoir travaillé sur le parcours d'achat
permettra d'aller échanger autour de ce parcours d'achat avec chacune des équipes locales et donc d'être en mesure de voir les différences dans les parcours d'achat d'un pays à l'autre. Différents sur la façon d'acheter, différents sur les canaux utilisés, différents sur les salons sur lesquels le client va, différents sur je vous parlais de l'importance de la marque. Est-ce que la marque est suffisamment connue dans le pays localement pour que le désir de la marque précède le désir du produit ou pas? Donc, on va pouvoir avoir ce socle-là de la compréhension des parcours d'achat et de leurs différences d'un pays à l'autre comme un élément de réflexion structurant pour décliner les stratégies localement. Donc oui, la méthode s'adapte très bien à une réflexion internationale. Alors ça demande effectivement de modéliser ces parcours dans le pays siège et dans les autres pays, de comparer et donc de garder les éléments de la stratégie qui sont identiques parce que les parcours sont identiques et de créer des éléments différenciants là où il y a des différences. Et puis sur la marque employeur, je vais effectivement donner la parole à Chloé pour indiquer qu'est-ce qui est quelles sont les différences entre un client et un candidat. Elles sont évidentes, mais aussi quelles sont les similitudes sur la possibilité d'appliquer la méthode. Alors, la méthode, elle marche très bien sur la problématique marque employeur, avec évidemment en préalable, il faut avoir travaillé sa marque employeur, qui est un substrat de la marque globale, on va dire. Et la méthode, elle permet de travailler sur non pas le parcours client, mais le parcours candidat, en fait. Donc, on s'adresse soit à des candidats qui sont en recherche active d'emploi, soit à des candidats qui n'en sont pas vraiment et qui sont pas en recherche active d'emploi, qui peuvent être des salariés qui ne savent pas qu'ils sont intéressants pour votre marque encore. Et donc, on va aller travailler très en détail chaque étape de cette rencontre avec une marque employeur. Donc, qu'on soit en recherche active ou pas en recherche active, comment est-ce qu'on va rencontrer cette marque-là et comment est-ce qu'on va, tout au long de son parcours, tout d'un coup s'intéresser à cette marque, se mettre à la suivre, quelle utilité on peut apporter au candidat, jusqu'à première rencontre avec la marque, premier échange, on va dire. Alors, le premier échange, il se fait pas forcément de façon physique ou c'est pas forcément un coup de fil, etc. C'est un échange, ça peut être sur un chatbot ou des échanges digitaux. Et puis, petit à petit, on rentre dans un funnel et on va décider d'envoyer sa candidature. On va rentrer en contact. Donc, le parcours candidat, il permet aussi de travailler tout le parcours de candidature, c'est-à-dire à partir du moment où un candidat a envoyé sa candidature, comment on s'adresse à lui, quelles sont les différentes étapes, comment on fait pour pas le perdre, comment on fait pour le garder motivé. Et une fois qu'il y a eu une rencontre, un ou plusieurs entretiens, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on qu'on le retienne ou qu'on le retienne pas finalement? Comment on communique avec lui? C'est super important qu'on le retienne ou qu'on le retienne, même dans les cas où on ne va pas prendre le candidat, de se dire le candidat, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est lui-même une sorte de prescripteur ou d'influenceur de la marque employeur. Il va aller dire autour de lui, moi, j'ai pas été pris, mais voilà comment ça s'est passé. Et puis après, on m'a rappelé. Puis après, voilà, donc tout, y compris après les entretiens, a de l'importance pour la marque employeur. Et puis après, on peut travailler aussi l'onboarding. Et une fois que le candidat est arrivé dans l'entreprise, comment on s'adresse à lui, qu'est-ce qu'on en fait, dans quelle mesure et qu'est-ce qu'on a besoin de communiquer à ce candidat. Et en cette période Covid, télétravail, etc., on pourrait se dire que ce travail sur le parcours du candidat et sur la marque employeur peut-être moins crucial que dans une période normale. On pourrait se dire ça ou pas, parce qu'en fait, il est peut-être au contraire très important si vous êtes dans une entreprise où toutes les embauches ont été gelées parce que période de Covid, est-ce que justement c'est pas le moment de se demander et qu'est-ce qu'on fait de ce candidat qui était en attente et à qui on a dit finalement tout est gelé,
comment est-ce qu'on peut communiquer vers eux? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'utiliser toutes ces difficultés et cette situation compliquée pour garder le contact avec eux et en faire à nouveau des prescripteurs de la marque employeur? Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Je vois le temps qui tourne, mais je pense que la période, bien qu'elle soit difficile pour la marque employeur, elle est propice à une vraie réflexion grâce au parcours candidat. D'ailleurs, j'invite Jérémy à ce qu'on organise prochainement un webinaire là-dessus, parce que c'est effectivement un vrai sujet, en particulier dans le contexte de Covid. Je vais faire un tout petit peu de promo avant de vous donner la parole pour conclure. Promo bien sûr sur le livre, hein, on serait ravis que vous l'achetiez, que vous en parliez. On a besoin de vous pour relayer ce livre. On parle de relations influenceurs, on parle de prescripteurs, de consommateurs prescripteurs. Le succès de ce livre n'existera que parce que vous, les lecteurs, en parlerez, utiliserez la méthode dans vos entreprises ou pour vos propres activités. On vous donne toutes les clés pour le faire, parce que vous, qui travaillez en agence, adoptiez cette méthode dans votre agence. C'est vraiment, il y a tout pour que vous le fassiez seul. Vous n'avez pas besoin de nous. Si vous avez envie de faire appel à nous, vous pouvez, mais c'est vraiment pas une nécessité. Autre élément en complément du livre, j'ai passé plus de 8 heures à tourner des vidéos pour commenter chacune des pages du livre et échanger avec vous, vous aider à vous approprier le livre, à vous approprier la méthode. Ça, c'est l'offre qui tourne là de 1 minute 30 TV avec la formation en ligne Acquisition Strategy Design. On est à 50% sur le lancement. Et puis la surprise qu'on lance aujourd'hui, mais on en reparlera aussi, c'est cette Learning Expedition qu'on va essayer d'organiser cette année. Vu qu'on est coincé avec le Covid, l'idée c'est de se donner les moyens de voyager sur notre table en visio pour rencontrer Seth Godin ou Godine, pour rencontrer Simon Sinek, pour rencontrer tous les leaders, tous les gourous, tous les influenceurs du marketing, de la com et de vente. Vous pouvez dès maintenant participer à un jeu concours, indiquer quel influenceurs, leaders, vous souhaitez rencontrer, qui sont importants pour vous. On en a listé quelques-uns, mais ça vaut le coup de rajouter des noms, et on essaiera d'organiser tout ça. Et puis, de ceux qui seront le plus proches de la liste finale ou de la liste des envies, un pourra gagner une place dans cette Learning Expedition qui, on l'espère, va être qui, on l'espère, on va réussir à l'organiser. C'est pas gagné, c'est pas nécessairement simple, mais surtout, si on réussit à l'organiser, va être riche de rencontres passionnantes avec des gens qui ont peu de temps pour ça et qui coûtent assez cher. Donc voilà, je vous invite à compléter ce formulaire sur la Learning Expedition. C'est assez, je trouve ça hyper enthousiasmant dans cette période un peu morose. Et prochaine table ronde, et il y avait une question dans la salle sans Patrice Lovigna malheureusement, autour du marketing puis autour des ventes. Merci Patrice pour ta participation à ces 2 tables rondes. Donc on se retrouve à 14h pour parler de marketing, mais d'ici là, je vous laisse conclure chacune et chacun à votre tour. Qui veut conclure en premier ? Eh ben, j'y vais puisque j'avais commencé. Voilà. Je trouve que effectivement, c'est vraiment intéressant de confronter le travail sur la marque au travail sur l'acquisition, que l'un nourrit l'autre et l'autre peut apporter beaucoup sur tout ce qui concerne l'expérience client et celle que la marque doit proposer. Donc, travaillez bien sur ces aspects avec l'Acquisition Strategy Design et faites de votre marque le Graal dont on parlait tout à l'heure, celle qui fait en sorte qu'on vous achète avant même de savoir quel produit on va choisir chez vous. Chloé ou Coralie ? Vas-y, Chloé. J'ai trouvé, moi, 7h30, elle est passée à toute allure. J'ai trouvé qu'il y a tellement de sujets super intéressants à creuser. Bon, voilà, on n'a pas eu le temps de tout creuser, mais ça donne envie de continuer. Et je trouve que
je recommande vraiment le travail Acquisition Strategy Design pour justement créer, avant même l'achat, cette relation entre le prospect et votre marque. Voilà, essayer de créer une relation, voire une relation au niveau non seulement, j'allais dire cognitif, enfin une relation utile, mais aussi une relation quasi émotionnelle. Et c'est ça qui va amener progressivement un client à acheter une marque et à la réacheter, d'ailleurs, à rester fidèle. Coralie ? Moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup dans la méthodo Acquisition Strategic Design, c'est le fait que effectivement, ça permet de... Il y a une grande complexité en fait qui s'offre à nous, ça veut dire un grand nombre de possibles. Donc, je trouve que ça permet de mieux se poser les questions par rapport au client, donc de bien comprendre son persona, de bien poser à travers le plan quelles sont les actions que l'on peut faire. Et pour moi, le Graal intérieur, enfin au niveau de l'entreprise, c'est de mettre en cohérence effectivement toutes les équipes, que les équipes puissent travailler ensemble de façon cohérente pour vraiment être capable de répondre à la promesse que l'on veut donner aux clients, si on parle de clients, ou à l'écosystème, ça va être plus large. Et moi, c'est cette approche structurée qui peut être très facilement utilisée par soi-même. Ça fait poser toutes les questions qui ne sont pas toutes simples à répondre, par contre. mais la méthodo, elle aide vraiment à ça. Et c'est quelque chose d'important, je trouve. Patrice, conclusion de tes 2 tables rondes. Oui, c'était passionnant, c'était riche, il y a eu beaucoup de questions, c'était très bien. Et oui, je voulais dire en complément peut-être que l'intérêt de la méthode, c'est de réunir ou de travailler sur différents angles, en fait, cette acquisition de nos futurs clients. Et donc d'avoir une espèce de prisme multiculturel autour du parcours et pas de l'envisager sous un seul angle, comme c'est souvent le cas malheureusement. Et c'est cette force-là, puisqu'on parle de process créatif, et c'est vraiment ça en fait. Hein, c'est un process, d'accord, mais c'est créatif au sens où on va découvrir de nouvelles choses et une nouvelle façon probablement de communiquer avec nos futurs clients, nos prospects. Et je pense que cette diversité, cette richesse de visions différentes est à retenir aussi. C'est ce qui d'ailleurs a permis à l'élaboration de cette méthode sous ton impulsion, Gabriel, de réunir des gens qui ont des expériences, des parcours différents et donc une vision du rapport à la marque qui est différente aussi. Et c'est ça finalement qu'on va essayer que vous allez essayer avec cette méthode de travailler pour converger vers finalement des actions tout à fait pratiques, efficaces, efficientes, qui vont booster votre business. Voilà. Merci beaucoup à tous les 4. On se retrouve à 14h pour parler marketing. Merci Claude d'avoir acheté la formation. Effectivement, elle n'est pas encore complètement en ligne. Les vidéos sont tournées, mais on a encore un peu de travail pour les mettre en ligne. Et on fera bien sûr une facture avec TVA. Mais effectivement, c'était le moment de faire profiter tout le monde de la promotion qui ne va pas durer. Merci à tous. Bon appétit. Confiné. À très bientôt. Salut. Merci. Bye Salut. bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.